Si Dionysos était une femme, vous écoutez un nouvel opus du premier podcast dédié aux femmes leaders dans l'univers du vin. Je m'appelle Aurélie Charon-Giguet, je vis dans cet univers depuis plus de 20 ans, je mets ma créativité féminine et relationnelle au service du vin. Mon plaisir, vous faire partager mes rencontres. Françoise Antèche-Gazeau de la maison Antèche est mon invitée pour ce troisième opus. Élever la maison au rang des grandes signatures de bulles de l'appellation Limoux et perpétuer le style Antèche, voilà les défis qu'elle a choisi de relever. Françoise Antèche-Gazeau est une invitation à célébrer la vie. Alors sortons des vins tranquilles et laissons-nous porter par ces bulles. Dans ce nouvel épisode, vous découvrirez une femme inspirante par sa philosophie de vie. Vous apprendrez que le doute, allié au nomadisme, c'est l'art d'explorer les univers viniques et sans cesse expérimenter pour innover et se démarquer. Ensemble, écoutons cette nouvelle déesse. Belle écoute. Françoise, je suis très heureuse que tu puisses m'accorder un créneau dans ton agenda bien chargé. Alors pour commencer ce podcast, tout simplement, puis-je te demander de te présenter ? Oui, bonjour Aurélie et merci d'être là. Je m'appelle donc Françoise Antèche-Gazeau, je suis vigneronne à Limoux, je suis née ici, je suis les deux pieds dans la terre limouxine et voilà, je suis ravie pendant un petit moment d'essayer de partager la passion pour mon terroir, pour mon métier, pour mes bulles qui m'animent depuis 25 ans maintenant et probablement même avant puisque je suis née ici et que je crois que j'ai attrapé le virus des effervescentes, de la blanquette et du crémant il y a très très longtemps. Alors donc la maison Antèche, effectivement, c'est une maison qui a plus de 6 générations au sein de ta famille, Antèche, et qui a été initiée notamment par des femmes. Et si je comprends bien, ici, il y a toujours eu des bulles, des effervescents. Oui. Alors, la maison Antèche, c'est une maison familiale dont je suis la 6e génération. Elle vient de ma grand-mère, de mon arrière-grand-tante, de mon arrière-arrière-grand-mère, Zélie Limousi. Et encore une fois avant, c'était une femme. Simplement, à la 5e génération, il y a eu 2 hommes, mon papa et mon oncle, Georges et Roger Antèche, puisque ma grand-mère n'a pas eu la chance d'avoir de filles, elle a eu que des garçons, ça c'est une blagounette. Et voilà, donc la 5e génération a été la seule faite de garçons. Ma grand-mère s'est mariée avec un monsieur qui s'appelait Edmond Antèche et qui a eu, lui, la bonne idée de créer une maison, une société commerciale à laquelle il a donné son nom et depuis le nom du coup des femmes ne change plus à chaque génération, mais on a gardé le mot maison Antèche comme une maison en fait, voilà. D'accord. Donc producteur de bulles. Et alors moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est comprendre ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment tu es arrivée ici en 1996 ? Je suis née à Limoux, j'ai fait mes études primaires et secondaires à Limoux. Ensuite, j'ai fait une classe préparatoire à Carcassonne pour une école de commerce et j'ai été reçue dans une école de commerce à Paris où j'ai passé 3 ans fabuleux à étudier et à vivre une super vie d'étudiante parce que il faut dire que j'ai un tempérament un peu festif. De nature. Et à la sortie de l'école, j'ai trouvé tout de suite un emploi comme responsable export dans la partie luxe, c'est-à-dire les parfums et les cosmétiques de L'Oréal. Et je me suis occupée de vendre d'autres flacons à travers l'Europe, à travers le secteur des duty-free. Donc j'ai commencé une vie de nomade. À voyager beaucoup et c'est quelque chose qui m'a terriblement plu. J'ai fait plein de rencontres là-bas. C'était une entreprise que j'ai beaucoup aimée, qui était féminine à 95% et qui m'a du coup donné une grande confiance puisque pendant j'y suis restée 7 ou 8 ans.
Là-bas, personne ne se posait la question de femme ou pas femme, puisque de toute façon, il y avait 90% de l'effectif qui était féminin. Et donc, on ne se posait jamais la question de savoir si on était à sa place. Et pour le restant de ma vie, je me la suis plus jamais posée. Et donc, ça m'a donné beaucoup de force par rapport à des échanges que j'ai pu avoir avec d'autres femmes où c'était compliqué. C'est grâce à cette expérience, c'est le fait d'être une femme ne m'a jamais posé de problème, ne m'a jamais obligée à me remettre en cause, etc. Et du coup, peut-être parce que j'avais cette force par rapport à ça, je n'ai jamais vu en face de moi des gens non plus remettre en cause mon statut. Et du coup, c'était peut-être ils l'ont fait, je les ai pas vus, mais parce que pour moi, c'était une évidence qu'il n'y avait pas de question là-dessus. D'accord. Voilà, donc ça, c'était un beau parcours. J'ai adoré voyager, j'ai adoré travailler dans la parfumerie aussi. C'était un monde de rêve, c'était un monde d'odeur, c'était un monde voilà qui était très proche du vin finalement. Et j'ai appris aussi beaucoup de choses. Alors là, plus marketing, plus voilà, et puis plus personnel en voyageant beaucoup. J'ai le premier pays dont je me suis occupée, c'était la Turquie. C'était donc il y a 30 ans et on voyageait pas comme on voyage aujourd'hui. Il y avait déjà pas de téléphone portable, voilà. Et les voyages étaient quand même un peu plus rock'n'roll qu'aujourd'hui. Et j'ai adoré cette vie d'aventure, de découverte du monde, de découverte des pays. Au bout de quelques années, en revanche, je pense que j'ai un tempérament assez indépendant. J'avais le pays qui me disait reviens, et voilà, j'ai eu envie de revenir. Ça correspondait à un moment donné aussi où mon père et mon oncle avançaient un petit peu dans l'âge et se posaient des questions. Voilà, et donc j'ai quitté Paris pour revenir habiter Limoux et petit à petit reprendre le domaine. D'accord. Et cette transition, à partir du moment où tu es à Paris, tu es dans un monde quand même de luxe, un monde de rêve, comme tu dis. La conviction de revenir, c'était plus quoi, un attachement à la terre et à la famille, à se dire je veux donner ce que j'ai appris et le mettre en application. Comment toi tu l'as vécu intérieurement? Est-ce qu'il t'a fallu du temps pour accepter de revenir, ou ça a été quelque chose de très naturel? Déjà, il faut dire que mon père m'a demandé de partir et que ça c'était quelque chose d'assez malin de sa part, parce qu'il m'a dit ici c'est une vie dure, être vigneron à Limoux c'est très difficile, va voir le monde, va te former, sois indépendante. Et puis on discutera. Et quand je lui ai dit j'ai envie de revenir, j'ai envie de reprendre la maison, et il m'a dit mais jamais de la vie, t'as une vie de rêve, t'as un beau salaire, tu voyages partout, tu vends, c'est prestigieux, etc. Et je pense que le sens c'était plus fort que tout ça, et que le sens c'était de revenir chez moi. Le sens, c'était de revenir auprès des miens. Le sens, c'était de revenir sur ma terre. C'était de voir des vignes, de faire du vin, de perpétuer l'esprit de la famille. Et voilà, c'était juste une évidence, en fait. C'était quelque chose qui balayait. C'est bon, t'avais fait le tour de ton monde et tu avais envie de revenir, de te recentrer. Exactement, tout à fait. Ouais. Très bien. Alors, juste revenir sur toi, petite fille. À quoi rêvais-tu quand tu étais petite? Je rêvais du monde, en fait, déjà petite. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, je pense, dans mon ADN. J'ai toujours été curieuse d'autres cultures, de voir des gens différents. Limoux, c'est une ville de 10 000 habitants. C'est un tout petit périmètre. Et je sentais bien qu'il y avait des choses ailleurs que j'avais envie de voir, que j'avais envie de découvrir. Alors la première étape, ça a été très loin, ça a été Carcassonne pendant 2 ans pour faire ma prépa. Après ça a été Paris, et après ça a été une vie de nomadisme, de voyage. Et petite, j'ai toujours eu envie de ça, de rencontres, de copains, d'échanges avec d'autres. J'ai toujours eu envie de pousser les murs, d'ouvrir les fenêtres et d'aller vers des rencontres. Et donc tu reviens sur la propriété, ton oncle.
et ton père sont donc à la tête. Et comment, donc, quelle fonction tu prends et comment tu fais ta place du coup dans ce milieu d'hommes, puisqu'il y a 2 hommes à la tête, comment toi tu arrives à faire ta place et comment se passe la transmission? Je pense que l'état d'esprit de mon côté, c'était de dire je sais rien et donc je vais essayer d'apprendre. J'avais beaucoup d'admiration et j'étais toujours pour leur parcours, pour ce qu'ils ont fait, pour la manière dont ils ont développé la maison Antèche à la suite de leur père. Donc je suis arrivée en me disant je vais leur demander de transmettre. Et après, je réfléchirai à autre chose. Donc, mon père papa était plutôt sur le côté commercial. Roger, mon oncle, était plutôt sur la technique. Et donc, j'ai pris des deux. Alors, il se trouve qu'à ce moment-là, mon père a été président de la chambre de commerce. Il a été appelé à d'autres fonctions, à être moins présent. Du coup, spontanément, je l'ai remplacé. Et en revanche, mon oncle était là et j'ai énormément appris de lui. Je suis très heureuse de ces 20 années passées avec eux, sans jamais une fausse note. J'ai beau chercher, on ne s'est jamais disputé, on n'était pas toujours d'accord, mais on a toujours parlé calmement. Ils m'ont tout donné, leur savoir, leur croyance, et ils m'ont surtout laissé, au bout de quelque temps, quand moi j'ai eu envie d'aller sur mes propres chemins, ils m'ont toujours laissé faire mes expériences, ils m'ont toujours laissé, quitte à me laisser me planter, mais toujours laissé aller vers où je voulais, et je pense que c'était très courageux de leur part. C'était aussi peut-être quelquefois très difficile parce que ça voulait dire que je remettais en cause quelque part des choses qu'ils avaient faites. Et aujourd'hui, en fait, je suis très heureuse de ça parce que dans ma gamme, j'ai beaucoup de cuvées. J'ai les cuvées d'héritage que j'appelle celles que j'ai reçues d'eux, de ma famille, qu'ils avaient eux-mêmes reçues, pas de la même façon de leur famille, et qui sont les classiques de la maison et qui retracent l'histoire de la maison, qui ont l'âme de la maison. Et après, j'ai mes ovnis, qui sont des brutes nature, des longs vieillissements sur l'âtre, un travail sur le bois, etc., qui sont des choses que j'ai eu envie de faire au gré de mes voyages, au gré de mes idées, au gré de mes envies, et qui cohabitent en fait très très bien aujourd'hui. Et il y a ces deux faces de la maison, où il y a à la fois ce que j'ai reçu, et puis peut-être quelque part quelque chose que j'ai pu amener moi et qui est un peu plus ma signature, mais qui repose quand même sur le socle de la famille. D'accord. Et donc, tu es créatrice de bulles finalement. Oui, j'aime bien ce mot parce que les bulles, c'est magique, c'est un monde absolument fabuleux. Souvent, les gens résument le monde des effervescents à un brut, un millésimé, un rosé, peut-être un demi-sec. Et puis voilà, mais en fait, c'est tellement plus riche que ça. On a plein de cépages, on a plein de méthodes de vinification. On a la possibilité de faire des dosages, de travailler le bois ou pas, de garder les vins en long vieillissement, voilà. Et j'adore ces explorations. Et là, on a créé une nouvelle gamme avec un tout nouveau process et ça, c'est extrêmement excitant. Alors, j'ai plein d'idées. Je pense que quelquefois, ça fait flipper mes équipes aussi quand voilà, je reviens en disant j'ai vu ça, j'ai pensé à ça, on pourrait faire ça, etc. Et parce que forcément tout est pas bien, tout est pas bon, et donc on part dans des directions et puis après ça marche pas. Et puis par contre de tout ça sort forcément des choses qui sont intéressantes, des choses qui sont positives. Et j'adore arriver le matin à la cave et me dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui que j'ai pas fait hier. Ça c'est vraiment un super moteur. C'est d'abord quand vous restez 25 ans dans une PME, c'est une petite entreprise, ma maison, donc vous n'allez pas être promu, et a priori si vous êtes revenu, c'est que vous n'allez pas partir et chercher un autre boulot. Donc il faut quand même tout le temps créer, il faut pas s'ennuyer dans sa vie, et donc il faut quand même arriver à créer l'étonnement, son propre étonnement par rapport à son métier, et tout le temps se remettre en cause et partir sur des choses différentes. Et
Et c'est pour ça que j'ai vraiment cette gamme de très classique et une manière de travailler très traditionnelle. Et après, j'ai ces espèces de petites folies. Alors, bon, c'est pas non plus... voilà, mais de petites folies où on part sur d'autres directions et où ça amène... voilà, et là, la dernière folie, c'est justement de partir un peu sur des vins tranquilles pour l'avenir et d'essayer de faire des vins tranquilles autrement avec mon ADN effervescent. Donc, nous, quand on fait des bulles, on doit faire d'abord du vin blanc. Après, explique-nous. Alors, la méthode traditionnelle, c'est la méthode la plus utilisée chez nous. C'est 95% de notre production. On vendange à la main, on presse nos raisins, on fait du vin blanc. Alors, on vendange un peu plus tôt que ceux qui font du vin blanc pour boire des vins tranquilles, parce que nous, ce qu'on veut, c'est de l'acidité. Et ensuite, à partir du mois de janvier, donc on laisse reposer les vins tout l'hiver, on met en bouteille en rajoutant des levures et du sucre. Et on laisse en bouteille la deuxième fermentation se faire et on attend des mois, des années. Ça s'appelle la méthode traditionnelle ou méthode champenoise. Et nous, à l'issue des vendanges, avant de mettre en bouteille, on a des vins de base, ces vins blancs qu'on a vinifiés spécialement pour faire des bulles. Et nous, on adore. Alors, c'est très vif, c'est très droit, c'est très pur, mais c'est très tendu. Et nous, on adore ça. Et j'ai eu envie, dans mes prochains projets, d'essayer de partager ça avec mes clients ou avec les gens que je peux rencontrer. Et en disant, on fait des vins tranquilles, mais qui sont sur une base ou un mode de ce qu'on aime dans nos bases effervescentes. Voilà. Donc là, on sort un chenin qui s'appelle Mon Chenin et il y a des petites bulles sur l'étiquette pour montrer cette filiation en fait et que tout ce projet il est né parce qu'on faisait de la bulle. Et puis aux vendanges prochaines, j'ai pour projet de faire un pinot noir vinifié en blanc. D'accord. Donc intéressant. Inattendu, voilà. Oui. Et j'aime bien aussi aller, mais c'est mon tempérament, sur des territoires inexplorés. Et j'aime bien faire des choses qui se font pas. Voilà, à Limoux, on fait plutôt des pinots noirs en rouge. Et bah voilà, je vais faire autrement. Je vais les faire en blanc. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant parce que cette part-là, ça c'est la part françoise. Mais il y a aussi ta part, la femme qui est en toi, qui apporte justement peut-être aussi cette élégance, cette subtilité sur les cuvées. Et là, par rapport à tes équipes, parce que tu as des équipes masculines, Mixte. Ouais. Et donc les messages, c'est on expérimente, on fait un projet, on tente, et puis on garde ce qui va pas. Exactement. C'est ça. Tu fais plusieurs. On garde ce qui va pas, on se plante, on se plante pas. Alors des fois, parce que j'ai un directeur technique qui a fait son diplôme d'œnologue à Reims, donc qui est quand même très pointu. Et puis des fois, je vois bien qu'il me regarde et qu'il me dit non, ça va pas être possible. Voilà, j'arrive avec des idées. Et puis s'il arrive à me démontrer que c'est une idée qui a pas de sens, j'oublie mon projet. Et si je sens que quand même, voilà, il y a une petite ouverture, et ben je dis on va jusqu'au bout et on explore et voilà, c'est sympa. Et j'ai renoncé à plein de choses parce que c'était des idées stupides que j'avais moi comme ça parce que j'avais vu des choses et que finalement dans la vraie vie ça pouvait pas se faire. Et puis par contre il y a des choses qui ont pu aboutir et dont je suis extrêmement heureuse, voilà. Et donc alors je pense que c'est fatigant parce que ça oblige tout le monde tout le temps à sortir de la routine, mais c'est aussi, je pense, pour tout le monde ce qui fait l'intérêt et l'impulsion et voilà. Tout à fait, ouais. C'est vrai que l'impulsion, c'est un moteur pour toi. Et si je comprends bien, donc ton pourquoi le matin, c'est ce que tu n'as pas fait la veille, c'est ça? C'est à la fois de capitaliser sur ce que j'ai fait la veille, parce que encore une fois, c'est mon socle, c'est ma force, et je suis très fière mais c'est de chercher d'autres horizons. Hein. Oui. Voilà, c'est encore ce côté nomade que j'ai très très fort chez moi, qui me pousse toujours à aller vers d'autres horizons, qui peuvent être d'ailleurs locaux, hein, mais qui m'obligent à faire autre chose, à faire autrement. D'accord. Je voudrais juste je reviens un peu en arrière par rapport à L'Oréal. Et quand tu arrives ici, donc la transposition de ce que tu as appris chez L'Oréal, le marketing par exemple, voilà, les flacons, le parfum, c'est vrai qu'avec les bulles, il y a des points communs. Ça, tu as tout de suite investi
tes connaissances pour justement les approprier à la maison Antèche ou petit à petit? Alors, ce qui a été le plus immédiat dans la transposition, c'est l'export. L'export n'existait pas à la maison Antèche, ou quasiment pas. Et en revanche, moi j'ai démarré l'export quand je suis arrivée, et c'était très facile pour moi parce que j'avais fait ça pendant 8 ans. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui c'est évident d'aller partout. Ça l'était pas forcément pour tous les vignerons à l'époque. Et voilà, et j'ai démarré tout de suite là-dessus, et ça a été vraiment immédiat. En revanche, sur tout ce qui est marketing, tout ce qui est créa, etc., bien sûr que c'est venu assez vite, et bien sûr que ça a été quelque chose sur lequel j'ai quand même beaucoup investi de temps et d'énergie pour avancer. En même temps, c'est sûr que c'est un super défi, quoi. Tu reviens sur la propriété, mais c'est vrai que tu quittes quelque chose d'énorme. Ouais. Non, univers différents. Non, c'était 2 univers différents. Petite, j'ai toujours adoré aller à la cave. Les vendanges souvent commençaient avant la rentrée scolaire. J'adorais cette période, c'était vraiment fascinant. L'été, j'allais à la cave, je mettais en carton, etc. C'était un monde qui m'attirait beaucoup. Et ce que je remarque effectivement dans Françoise Frissan ou Véronique, c'est qu'à chaque fois, la famille, c'était va voir ailleurs d'abord. Et après on verra, et si tu veux tu reviens, et c'est vraiment réfléchi, enfin une motivation viscérale. Oui, puis j'avais le choix, je pense. Et ce que mon père voulait en me disant va voir ailleurs, fais d'autres expériences, vois autre chose, c'est que après ce soit mon choix, alors que c'était pas une obligation. Et il m'a toujours dit c'est pas grave s'il n'y a pas de 6e génération, on vendra l'entreprise, et j'ai exactement le même sentiment aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que ces enfants soient heureux. C'est pas que la maison continue. Voilà, c'est donc après, si ces enfants peuvent être heureux en faisant continuer l'aventure, c'est très bien. Mais c'est absolument pas, c'est pas du tout l'essentiel. Oui. Alors toi, tu reprends en 1996, donc tu es jeune, dynamique, mariée. Oui, je suis mariée à Laurent, et tout cela aurait jamais été possible sans ma moitié. Et j'arrive ici en décembre 95, et je donne naissance à mon fils aîné le 27 décembre 95. Voilà. Donc je me retrouve chef d'entreprise début 96 avec un enfant de quelques jours. Et voilà. Donc là, et mon mari, lui, Laurent, il a fait la même aventure que moi. Il a repris aussi la maison familiale de son côté, qui était une librairie avec aussi de la diffusion de livres. Ils étaient grossistes en livres, mais c'était à Brive-la-Gaillarde. Donc une distanciation. Donc une distanciation. Avec des premières années très rock'n'roll quand même, avec 2 enfants de 2 ans et demi d'intervalle. La gestion de l'entreprise, la reprise de l'entreprise. J'avais la chance d'avoir mon père et mon oncle, donc c'était une équipe. J'étais loin d'être toute seule. Et puis mon mari qui aussi, lui, avait des grosses responsabilités et faisait des allers-retours. Donc ça a été une période, quand j'y repense aujourd'hui, c'était bien qu'on soit jeune et qu'on se pose pas trop de questions. Et on avait, de toute façon, je pense qu'on avait ni l'un ni l'autre le temps de se poser des questions. Et puis j'ai eu aussi la chance d'avoir, pendant toute cette période, ma maman, qui, comme beaucoup de femmes à son époque, ne travaillait pas, entre guillemets, et qui s'est beaucoup occupée de mes enfants, mais beaucoup, qui m'a énormément aidée. Et je pense que rien de tout ce que j'ai fait n'aurait été possible si elle n'avait pas été là. Voilà, donc ça a été c'est un hommage que je lui rends quasiment tous les jours. Elle est décédée il y a longtemps, mais tous les jours je me dis, si tu es là, c'est parce qu'elle t'a accompagnée, et voilà. Et donc ça, c'était magnifique aussi.
D'accord, c'est vrai que c'est important parce que cette période-là où en plus toi tu développes l'export, donc tu as le passeport toujours prêt, la valise également. Et deux petits, les deux voilà. petits à gérer. Et c'est vrai que souvent je parle de mon père et de mon oncle naturellement avec les clients, etc. Mais j'adore parler de ma maman parce que c'était au moins aussi important dans, voilà, dans la transmission et dans ma capacité à pouvoir faire ce que j'ai fait. C'est sûr. Et aujourd'hui, donc là, la bonne nouvelle, c'est que un de tes fils compte reprendre ou suivre, prendre le flambeau de la maison Antèche. Oui, Baptiste a décidé en début d'année de nous rejoindre. J'espère que c'est une bonne nouvelle pour lui. Voilà, c'est à la fois un espoir, beaucoup de bonheur et puis aussi beaucoup de questions et d'angoisse de savoir si ça va être possible, si on va pouvoir travailler ensemble, si on va pas remettre en cause l'équilibre familial aussi, les relations, puisqu'on va poser sur des relations personnelles mère-fils, des relations professionnelles. Donc voilà, moi ça a été un rêve avec mon père et mon oncle. Mais parce que peut-être qu'ils étaient extrêmement tolérants, donc je réfléchis beaucoup à ça et je me dis que voilà, il faut que j'ai cette tolérance, il faut que je lâche des choses, il faut que voilà. Est-ce que tu as cette facilité naturellement de déléguer? Je suis pas sûre, mais j'ai tellement envie que ça se passe bien que de toute façon, voilà, j'ai cette conscience et voilà, mon rôle c'est de transmettre et transmettre, ça veut bien dire aussi faire de la place. Hein. Donc après, il aura lui aussi ses propres projets. Je pense de ce qu'on commence à avoir comme expérience en commun, qu'il a aussi un grand respect pour le travail accompli par les générations d'avant. Et moi, ce que je lui souhaite, c'est d'apporter aussi sa pierre à l'édifice et de faire de sa génération des choses nouvelles, des aventures. On commence pas à pas, il fera ses propres cuvées, il fera voilà, et puis petit à petit, il prendra les rênes. Et moi, je garderai les voyages. Le passeport et la valise. Dans cette vie trépidante, tu es une femme d'action, hein, donc ça, effectivement, c'est... Mais comment fais-tu, toi, pour trouver cette énergie? Parce que l'énergie, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Avoir une positive attitude, c'est une chose, mais avoir l'énergie vitale, c'en est une aussi. Comment fais-tu? Je fais pas, j'aime la vie en fait. J'aime la vie, je pense qu'elle est courte. La vie m'a appris qu'elle pouvait être courte autour de moi. Donc j'ai envie d'en croquer chaque minute, chaque moment. Et voilà, je pense que j'essaye d'avoir des temps de repos, de récupération aussi. Mais en dehors... Tu te les accordes ces temps? Tu t'obliges? Non, je m'oblige pas. C'est après c'est juste le sommeil la nuit qui est récupérateur. Après, non. Après, moi, j'ai pas trop de temps de cultiver ma vie intérieure. Peut-être pas assez des fois. Mais non, j'ai envie de voir un maximum de gens, de visiter un maximum d'endroits, de manger dans plein de restaurants, de goûter plein de cuisines différentes, d'aller découvrir des gens tout le temps. Voilà, ma vie c'est le mouvement, ma vie c'est le rire, ma vie c'est la fête, ma vie c'est le travail, ma vie c'est l'action. Hein, c'est évident. Et l'énergie, je pense que c'est un peu comme une énergie renouvelable en fait. Plus t'en as, plus tu vois de gens, plus tu rigoles, plus t'as envie de rire, et plus du coup t'as envie de revoir d'autres gens et de rire. C'est un cercle vertueux qui fait que voilà, ça te nourrit et après c'est mon tempérament aussi, donc j'y suis pour rien. Pour moi c'est une chance, Donc c'est ta philosophie de vie, l'action, le mouvement. L'action, le mouvement, les rencontres, voilà, oui. D'accord. Aujourd'hui, tu es une femme leader hein, dans ton domaine. Alors le mot leader, effectivement, il a plein de sens, mais tu montes la maison Antèche vers le haut. Tu as construit des équipes. Tu es vice-présidente du CIVL. Tu es membre de la CCI. Tu es mécène, et ça c'est magnifique. Tu es mécène par rapport aux jeunes. Et tu es mécène aussi dans la musique, puisque tu supportes l'un des plus grands festivals de cuivre, c'est ça? Le plus grand festival au monde même. Hein, ouais, Limoux Brass Festival, c'est ce qu'on appelle un brass festival, donc c'est un festival de cuivre. On a la chance à Limoux d'avoir
le carnaval le plus long du monde qui dure 3 mois, tous les samedis, tous les dimanches. Donc c'est une ville hyper festive, Limoux. Et pour faire ce carnaval, on a besoin de musiciens, bien sûr, pour entraîner les carnavaliers. Et il y a toujours eu, et ce sont des musiciens qui jouent dans la rue, et donc ce sont par définition ce qu'on peut appeler ailleurs des fanfares, hein, on appelle ça des musiques de carnaval, et ce sont des gens qui jouent des cuivres parce que c'est mobile qui jouent. Et il y a donc une école de musique à Limoux qui a plus de 150 ans et qui est avec des talents totalement incroyables. Et pour fêter donc le 150e anniversaire, ils ont décidé, il y a une dizaine d'années, de créer ce festival Limoux Brass, mais avec une ambition incroyable de faire venir les plus grands trompettistes du monde, les plus grands trombones du monde, les plus grands corps du monde, les plus grands... Voilà, et tous les ans, sauf cette année malheureusement, on a un festival absolument éblouissant, magnifique, des plus grandes pointures au monde du brass, du jazz, voilà, mais on est vraiment sur la mise en lumière d'orchestres de brass du monde entier. On a des Australiens qui viennent, des Autrichiens, des Américains, et c'est absolument grandiose. Tout ça est porté par 200 bénévoles, je crois, Limouxins, et on arrive à faire venir 20 000 personnes à Limoux, de passionnés, et c'est totalement incroyable. Et vraiment, à la genèse du projet, quelqu'un est venu me voir, c'était la fille d'un des vignerons avec qui je travaille, et qui m'a dit, on monte ça, est-ce que tu veux nous accompagner? Voilà, et au début, je savais pas du tout ce que c'était, et j'ai trouvé ça absolument fabuleux, et c'est une aventure, voilà, et ça m'a rendu très triste cette année que ce festival soit mis entre parenthèses. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, j'ai un engagement fort avec les jeunes depuis toujours, puisque je pense que soit en tant que chef d'entreprise, soit en tant que vigneron, on a une grande responsabilité de donner envie à des jeunes de faire notre métier. Je suis très très attachée à mon territoire, et aujourd'hui, je trouve ça triste que des jeunes soient obligés de partir ailleurs, dans des vies qui sont pas forcément celles qui les font rêver, et pour trouver du boulot, alors qu'il peut y avoir du boulot ici, et je pense qu'il faut donner envie à des gens de reprendre nos terres, d'être agriculteurs, d'être vignerons, et travailler dans le vin, c'est plein de métiers. On n'est pas obligé d'être à la vigne tous les jours, d'être à la cave tout le temps. On peut faire du commercial, on peut être assistant, on peut être œnologue, on peut voilà, il y a 1000 métiers qui permettent de rester sur le territoire, de vivre ici et de porter aussi son territoire ailleurs. Donc je suis très investie auprès du lycée, des écoles, etc., soit pour les accueillir à la cave, soit on a beaucoup travaillé avec le lycée sur un modèle de start-up où on les accompagne. Alors là, c'est plutôt le côté entreprise, et on leur donne envie de faire nos métiers à travers des projets. On les enferme pendant 2 jours et demi avec des chefs d'entreprise et des coachs, et ils ont 2 jours et demi pour monter une entreprise. Et donc c'est très sympa d'avoir leur regard, c'est très sympa de les accompagner, et c'est très sympa aussi de les entendre, de les écouter, de les voir s'ouvrir. Parce que c'est voir un peu comment la jeunesse réagit. Exactement, et c'est aussi très sympa de voir que des gens qui pensaient pas que le monde de l'entreprise c'était pour eux, se révéler, partir ensuite dans des écoles de commerce, ou des écoles plus techniques par rapport au vignoble, etc. Et ça c'est donc c'est ça formidable. les éclaire en fait, c'est un moment. Ça les éclaire, ça donne, ça sème des graines. Voilà, et ça j'aime beaucoup cette idée. Et avec mon groupe de femmes vigneronnes dont je fais partie, les Vinifis, c'est vraiment un grand projet sur lequel on travaille toutes. C'est de dire, alors ça c'est peut-être le côté féminin, le côté maman entre guillemets, où on est persuadé qu'il faut absolument qu'on transmette d'abord notre passion du vin, d'éduquer les jeunes au fait que le vin c'est pas de l'alcool. Ou en tout cas, si ça en est, ça n'a que peu d'intérêt. L'alcool n'est qu'un support, que tout le reste, le vin c'est la magie, le vin c'est la culture, le vin c'est l'art de vivre, le vin c'est la gastronomie, le vin c'est le partage, le vin c'est un monde, tellement riche dont on ne fait jamais le tour, pour la simple et bonne raison que chaque millésime est une nouvelle naissance, et qu'on remet les compteurs à zéro, et que quelque chose qu'on croyait vrai pour une Syrah du Rhône, et ben l'année d'après c'est
plus, même chez un vigneron, et ben, il peut louper un millésime, et donc il faut aller regoûter, etc. Donc ça, c'est un monde de passionnés, etc. Et je pense qu'on a vraiment envie de transmettre ça aux jeunes. Et après, le deuxième volet, c'est de dire aux jeunes, venez faire notre métier, soit parce qu'ils sont nos enfants et qu'ils veulent prendre la suite, mais aussi parce que ils sont pas nos enfants et qu'ils peuvent venir travailler avec nous et peut-être même un jour prendre la suite, même s'ils sont pas nos enfants, s'intéresser à ce métier ou alors démarrer eux leur propre vignoble. Et voilà, la richesse dans Cru, elle est aussi faite parce qu'il y a des jeunes qui y restent, qui vinifient et qui font pas en sorte que ça meure et qui l'enrichissent. Alors, juste une question concernant des doutes, des obstacles. Dans tous nos parcours, on a souvent on se confronte ou à un obstacle ou à un échec. Essayez de comprendre comment tu as réussi à le surmonter et à dépasser soit un obstacle, soit un échec. Oui, alors les vrais obstacles de la vie, pour moi, enfin, il n'y en a qu'un, c'est le départ pour toujours des gens qu'on aime. Donc voilà, je l'ai vécu à titre personnel et à titre d'entreprise quand mon oncle est parti. Ça, c'est pour moi la vraie chose importante. Et puis, comme chacun, on se débrouille comme on peut avec ça et que ça arrive bien sûr à tout le monde. Après, les obstacles de la vie, c'est bien sûr, on perd des clients, on n'arrive pas à faire les vins qu'on veut faire, voilà, et puis c'est de dire, je ferai mieux la prochaine fois et je vais essayer encore. C'est le mot, c'est essayer. Et essaye encore. Voilà, et tu repars et tu dis, je me suis trompée, ça j'ai pas bien fait, il faut le voir. Et puis moi je doute en permanence de tout. À peu près de tout ce que je fais. J'adore avoir des projets, les mener à bien, et puis dès qu'ils sont terminés, je me dis, mais comment je pourrais faire autrement? Et donc c'est un peu fatigant quand même, parce que... Tu veux dire pour l'améliorer, le projet? Pour l'améliorer, pour aller sur autre chose, donc tu dis ça c'est bien, mais bon, si c'est fait quoi. Ce qu'on a fait, une fois que c'est fait, ça t'a demandé beaucoup d'énergie, de travail, d'angoisse, etc. Et une fois que c'est fait, ça compte plus. Et il faut partir sur autre chose, etc. Et c'est de dire, mais... Et puis peut-être que quelque chose dont j'étais contente il y a 3 ans, aujourd'hui, j'en suis obsolète, contente, c'est devenu obsolète, il faut partir sur autre chose, etc. Donc moi, le doute, il est important. Franchement, j'adore mes vins, mais je suis jamais sûre qu'ils sont les meilleurs du monde. Et je me remets tout le temps en cause là-dessus. Et pourtant, je les adore, hein, mais voilà. Et je dis comment on pourrait faire mieux, comment on pourrait faire autrement, comment on pourrait améliorer, comment tout le temps. C'est, je suis peut-être contrairement à l'image que je peux donner, je suis pas très sûre de moi. Et par contre, ce dont je suis sûre, c'est que je peux m'améliorer. Et que par la réflexion, par la mise en cause, par le travail, par la rencontre d'autres personnes qui peuvent m'aider, je peux faire autrement et je peux faire mieux. Et alors ces doutes-là, est-ce que tu les partages pour justement te rassurer, ou est-ce que tu partages ces mots? Oui, je partage beaucoup. Tout ce qui est technique, je partage beaucoup avec mes équipes. Et j'essaye aussi d'aller partager avec des conseils extérieurs, avec d'autres vignerons, en disant mais ça j'arrive pas à faire ce que je veux, comment tu fais toi? Je vais beaucoup faire de visites avec mes équipes dans d'autres régions de production et on va voir comment travaillent d'autres gens. Ça nous permet de voir peut-être des choses qui sont pas optimum chez nous, qu'on pourrait faire autrement. Et puis ça nous permet aussi d'ouvrir des fenêtres, de créer d'autres horizons, d'être assez humble aussi. Et voilà. Et après on fait aussi des dégustations 3 fois par an où on met nos vins à l'aveugle avec d'autres. Et mais c'est une culture permanente de l'amélioration continue. Et c'est l'amélioration continue, c'est vraiment il y a jamais de bout du chemin, quoi. C'est tout le temps. On avance, on se remet en cause et ce qui était vrai hier, peut-être qu'aujourd'hui ça l'est plus. Et on peut toujours faire autrement. Et voilà. Moi, j'accepte pas le non, j'accepte pas le renoncement, j'accepte pas. Il faut toujours chercher. Voilà. Donc ça c'est. Et les obstacles, après c'est plus des obstacles. Les obstacles c'est des obstacles passés et qu'on a voilà. C'est toujours cette dynamique c'est comme le Lean Startup où en fait tu testes en permanence, tu expérimentes, tu t'améliores, tu expérimentes, tu t'améliores et rien n'est figé.
Et c'est vrai que tu vois juste en fait en allant vers des chemins complètement différents ou même voire atypiques. Et pour apporter ta touche, c'est superbe. C'est super. Mais c'est aussi un besoin chez moi. Enfin, c'est voilà. Tu nourris, c'est nourrir. J'ai besoin de me nourrir tout le temps. Encore une fois, peut-être que j'ai cette peur de dire je veux pas m'ennuyer dans ma vie. Et donc j'ai besoin tout le temps de réinventer, de la réinventer ma vie. Voilà, hein. Ça peut être, ça veut pas dire la changer. Hein. J'ai le même mari depuis le début. J'ai gardé mes enfants, mes amis sont les mêmes aussi. Voilà, mais en même temps là-dedans, il faut que voilà, on mette tout le temps de la fête, du peps, du nouveau, voilà, du vivant, du mouvement. Et quand je voyage, moi je dis celebrate every day. Voilà, et trouvez tous les matins une occasion d'ouvrir une bouteille de bulle et vous verrez, votre vie, elle sera plus belle juste parce que vous aurez trouvé l'occasion de l'ouvrir. C'est vrai. Vendredi parce que c'est vendredi, samedi parce que c'est samedi, dimanche pour oublier que demain c'est lundi, etc., etc. C'est trouver tout le temps des occasions de faire la fête, encore une fois, de voir ce verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et les gens qui font des bulles, c'est vraiment des gens qui, j'ai remarqué, qui sont quand même dans ce mouvement de fête, de partage, de convivialité. Et ça, c'est voilà. Alors Françoise, ce parcours, c'est 25 années. Il y a 25 ans, est-ce que tu avais la vision de ce que la maison Antèche allait devenir 25 ans après? Est-ce que tu avais déjà, toi, un cap? Moi, oui, mon cap, c'était de premiumiser. Mon cap, c'était de monter en gamme. Mon cap, c'était de prouver à tout le monde, malgré ce que je pouvais entendre sur la renommée de mon appellation, pas toujours facile, qu'on pouvait faire des très très grands vins à Limoux. Et plus j'avance, plus je suis persuadée qu'on a un terroir magique. Donc tous mes efforts depuis 25 ans, ils vont dans ce sens. C'est comment on arrive à faire les grands vins et à convaincre les gens de passer au-dessus des a priori qu'ils peuvent avoir. Alors on va terminer par des notes légères, si tu le veux bien. Quel mot de l'univers des bulles définit le mieux un homme? Alors j'ai plein de mots qui me viennent tout de suite pour les femmes. Après, alors commence par les femmes. Pétillant. Pétillant. Bubbly en anglais, c'est vraiment quelque chose, moi, que je trouve qui correspond tout à fait au moment de consommation, à la manière de boire. Voilà, pour moi, les bulles, c'est pétillant, c'est la légèreté, c'est la fête, voilà, on n'est pas dans l'intellectualisation du vin, on est dans quelque chose de très aérien. Et léger, voilà. Et c'est vrai que j'associe tous ces mots plutôt à du féminin, ce qui est ridicule parce que les hommes sont très très pétillants quelquefois aussi. Joli. Alors ces notes légères, eh bien voilà, est-ce que tu as une playlist musique? Est-ce que tu as une musique voilà, vitaminée qui te donne la patate ou tout simplement voilà, des morceaux qui te tiennent à cœur? Alors, pour la patate et l'énergie du quotidien, c'est le groupe ABBA. Je suis dingue de ça et de tout ce qui est années 80 en général. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ça me ramène à des années où j'étais plus jeune ou tout simplement c'est des musiques sur lesquelles on peut s'éclater sans complexe, etc. Et où c'est fun et où on rigole. Mais je retrouve, et là je vais peut-être faire hurler beaucoup de gens, j'ai une passion absolue, dévorante et complètement dominante pour Vivaldi, qui a été beaucoup décrié. On a dit que c'était la musique des ascenseurs, etc. Mais c'est bien mal connaître ce musicien qui était un génie absolu et où il y a cette énergie, à la fois énergie, si vous écoutez les 4 saisons, si vous écoutez, il y a plein de morceaux, mais aussi qu'il y a une profondeur dans des Sabbat Mater ou dans qui est absolument incroyable et folle. Et dès que ça va pas ou dès que ça va bien, je mets du Vivaldi et franchement tout de suite c'est un autre univers, c'est une passion absolue depuis très très longtemps pour moi. J'aime en général l'opéra et la musique classique, mais Vivaldi c'est énorme. Très bien, merci Françoise pour ce partage. Alors pour retrouver toutes les informations concernant la maison Antèche,
on peut aller sur ton site internet. Tout à fait. www.antèche-limo.com. Voilà, ou sur Facebook, les réseaux sociaux, où il y a une Voilà. grande activité très dynamique. Instagram aussi. Instagram, réseaux sociaux, et puis vous pouvez me contacter aussi, je vous saoulerai avec mes histoires limousines. Merci Françoise. Merci à toi. Voilà, c'est la fin. Toute ma gratitude à mon invité et à vous, chers auditeurs. Pour faire vivre ce podcast, pensez à partager, liker, commenter. Ceci est un podcast natif, indépendant et libre. Je compte bien l'étoffer par de nouvelles rencontres et aussi et surtout grâce à vous, chers auditeurs, chers followers. Et si Dionysos était une femme? À très vite pour de nouvelles écoutes.